J'accueille notre invitée aussi, qui nous invite, donc Isabelle, que vous connaissez déjà, qui est directrice des services immobiliers à la Caisse d'Épargne. Si tu veux bien prendre place ici. J'accueille également Gérald Tessier, qui est donc responsable des financements professionnels et particuliers pour Artemis Courtage. C'est bien ça? C'est bien ça. Il nous présentera peut-être un petit peu son activité. Et enfin, mais vous le connaissez tous, Benjamin Genauer, donc président de la Fédération des promoteurs des Pays de la Loire, et également opérateur au sein du groupe Arquin. Voilà, il manque un visage aujourd'hui. Donc Pierre-Yves Le Foll devait nous rejoindre. Malheureusement, il ne sera pas là. Nous avons quand même de l'actualité que nous allons pouvoir vous fournir, mais je crois que Bertrand voudrait expliquer un petit peu, ou tout à l'heure, tout à l'heure, on expliquera un petit peu pourquoi son absence, et en tout cas, je vous ferai, ce sera un petit peu une petite parenthèse de respiration, ou en tout cas, non pas une parenthèse méditative, mais je vous ferai un petit peu de lecture en vous lisant tout à l'heure le communiqué de presse de l'AFFB. Je suis bien là. Isabelle, on s'est vu il y a 6 mois, c'était chez nos amis du Crédit Agricole, et le marché tanguait, je reprends la paraphrase un petit peu et la métaphore de l'AFFB qui dit logement touché, logement coulé. Donc le marché tanguait déjà un petit peu il y a 6 mois. Qu'est-ce qu'on peut dire entre cette période avant les vacances? On nous avait donné un rendez-vous à la rentrée en disant bon, les vacances vont se passer, à la rentrée ça se passera peut-être mieux ou moins bien. Quel est votre constat si on rentre dans le vif du sujet après les chiffres que Denis et Bertrand nous ont présentés? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc effectivement, on s'attendait quand même à une rentrée un petit peu moins difficile. Le constat, il est rude. Donc la distribution de crédit, qui est aussi la corrélation de tout ce qu'on a vu, baisse beaucoup. Donc j'ai pris les chiffres de la Banque de France ce matin, donc je vous donne la fraîcheur. 500 millions d'euros octroyés ce mois-ci. En début d'année, c'était 3,5 milliards. Et l'année dernière, même période, 7,5 milliards. D'accord ? Donc, c'est un montant, nombre, fois un prix. Donc là, on a bien vu qu'on avait des disparités quand même entre les prix. Il y a des prix qui ne passent plus du tout. Il y a des sujets de volume, bien évidemment. Donc ça, c'est un élément qui me semble important d'avoir à l'esprit. Donc les banques sont toutes concernées, bien évidemment. Les banques continuent de prêter comme elles le peuvent, bien évidemment, dans le cadre qui leur est donné par rapport à la régulation, donc les 35%, les durées, ça vous connaissez par cœur, je ne vais pas y revenir, et puis je pense que vous y reviendrez peut-être par rapport à ça. Et puis la BCE va parler début d'après-midi, donc on est assez attentif à ce qu'elle va diffuser. Semaine dernière, les anticipations étaient plutôt de dire l'inflation est quand même plutôt jugulée, un peu jugulée, donc les taux ne devraient pas remonter. Les chiffres de l'Allemagne sont parus, on s'oriente plutôt quand même vers une... Parce qu'aujourd'hui, on est sur une évolution quasi hebdomadaire des taux. Alors, les taux directeurs, oui. Donc de la BCE, non. Les taux directeurs, oui. Là, je parle de taux directeurs, mais qui vont donner en fait qui vont infuser en fait sur toutes les cotations de prix. En rappelant ici que l'inflation, la politique monétaire, si on fait de la macroéconomie très rapidement, pour juguler l'inflation, l'outil de la BCE, c'est de faire monter les taux courts, tout simplement. Donc là, suivant les dernières anticipations, et c'est l'information des équipes de la finance ce matin, les anticipations donc donnaient une augmentation de 25 BP à 60%. Donc ce qu'on va attendre, c'est le message de la BCE de manière précise, puisque l'inflation est encore sur une base de 5 aujourd'hui, qu'il y a quand même un sujet sur la partie énergie, et vous avez vu, c'est sur la partie pétrole, mais à la limite, c'est géopolitique. Donc, c'est pas forcément la bonne explication. Donc, en tout cas, on s'attend encore à une hausse. Donc, on est aujourd'hui sur un Euribor qui est à 3,82, une OAT, donc on emprunte long à 3,15. Voilà, on est dans un environnement, en tout cas, où le taux moyen de l'habitat, mais j'ai bien aimé le tableau de Bertrand,
3,43. Et puis on a des taux d'usure, donc ça vous avez compris, ça déverrouille en tout cas pour que nous on puisse continuer à prêter. Donc oui, c'est pas enthousiasmant. Tu disais tout à l'heure, les banques continuent à prêter comme elles peuvent. Oui. Et pourtant en parallèle, on entend ici et là des discours qui disent ouais, les banques. Alors peut-être que Gérald pourra nous éclairer sur sa vision terrain et client, mais on entend ici ou là de la part de certains particuliers, les banques n'ont plus envie de prêter, et ça vient un petit peu tordre le cou à ce que tu dis. Vous prêtez comme vous pouvez. Oui, bien sûr. Dans quel cadre cela se situe-t-il ? Une banque, par nature, son métier, c'est de faire du crédit. C'est un acteur économique qui est là pour faire du crédit aux particuliers, aux entreprises. C'est notre métier. Donc, nous, le but du jeu, c'est que quand un client vient nous voir, c'est qu'on puisse accompagner tous ses projets de vie. Donc ça, c'est le cœur du réacteur d'une banque coopérative. Et on a vu cette discussion avec nos confrères du Crédit Agricole la dernière fois, c'est ça. Nous, on continue. Maintenant, les niveaux de salaire des personnes qui passent notre porte n'ont pas augmenté dans les mêmes proportions. Et on voit encore des prix qui sont quand même assez significatifs. Donc, mais on fait cette étude avec vous, en tout cas, et la FPI, pour dire finalement qui est capable d'acheter quoi, à quel endroit. Finalement, c'est ça, aujourd'hui. Donc, c'est l'adéquation de l'offre, en tout cas, par rapport à la capacité d'achat des ménages. Donc, nous, on continue à prêter. Ça, c'est une évidence. Il y a aussi l'analyse qui est très importante, il me semble, sur la partie investisseurs et accédants, parce que ça, c'est un vrai sujet. Donc, les on y reviendra. On y reviendra. Et peut-être que Gérald pourra nous éclairer dans quelques instants. Finalement, je traite tous les sujets. Attention, si je garde le micro, tu sais bien qu'après, donc, nous, on continue à prêter. Ça, c'est une évidence. Après, le coût du crédit, comment se refinance une banque, on l'a vu, les taux sont remontés à marche forcée, donc extrêmement rapidement, mais ça, on l'avait déjà évoqué la dernière fois. Et il y a un deuxième élément que peut-être vous avez moins à l'esprit, c'est que les banques se refinançaient à une certaine période avec des liquidités de manière assez importante. Et ça, il y a un robinet qui a été fermé, tout simplement, au niveau européen. Donc, il nous faut de la liquidité pour prêter. Et le métier d'une banque, c'est quoi ? C'est je collecte pour prêter, tout simplement. Donc, on a aussi ce sujet-là à traiter. Gérald, justement, côté terrain, côté client, je crois que vous étiez hier en réunion chiffres aussi, c'est un peu la rentrée pour beaucoup de gens. Quelle est l'analyse que tu fais aujourd'hui, là, à cet instant T, de la relation client, des attentes que peuvent avoir les clients sur leurs besoins de logement ? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'en l'espace d'un an et demi, les clients ont perdu 26% d'enveloppe financière. OK. Et l'immobilier n'a pas baissé de 26%. Donc, effectivement, on se retrouve avec quelques soucis. Je rejoins la caisse d'épargne, les banques prêtent, mais c'est plus compliqué. Il faut monter les dossiers différemment. Il y a en plus quelques banques nationales qui s'étaient un peu retirées du processus, comme la Société Générale, LCL, BNP. Bonne nouvelle, aujourd'hui, ils reviennent. On a eu en plus des accords même avec Caisse d'épargne en disant que ils souhaitent aussi revenir un peu plus dans la bataille. Donc déjà, les banques aujourd'hui ont envie de continuer à prêter et peut-être prêter plus. Les taux sont là, les taux vont pas baisser forcément tout de suite. Donc effectivement, les gens, certaines personnes ont peur. Typiquement, nous, on reçoit des clients, on leur fait des enveloppes, ils trouvent un bien et on le finance. Donc les gens continuent à acheter. Ceux qui pouvaient acheter un T4, aujourd'hui, ils vont acheter un T3. Mais c'est toujours le moment d'acheter. Ancien et nouveau, tout confondu. Et nouveau, ouais. D'accord. On finance quand même un petit peu moins de nouveaux qu'on a pu à un moment. De toute façon, on le voit. Et les investisseurs, pour et les investisseurs aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué aussi, parce qu'ils ont perdu du pouvoir d'achat.
Typiquement, on pourrait dire que le fait que les taux augmentent, ça peut être plus intéressant aussi par point de vue de la défiscalisation des taux d'intérêt. Parce que quand on défiscalise avec 1%, on gagne moins que quand on défiscalise avec 4%. Mais leur pouvoir d'achat est toujours inférieur. Et puis en 2021, il y a aussi ce qu'on appelait, nous, le calcul en différentiel, où on venait retirer le prix du loyer du prix des mensualités du prêt. Ça s'est terminé et effectivement, aujourd'hui, on a perdu du pouvoir d'achat à ce niveau-là. Est-ce que le reste à vivre est une question primordiale dans votre quotidien ? Alors que je dirais que tant qu'on est à 33% de taux d'endettement, le reste à vivre, oui, effectivement, était un critère. Et puis on est passé à 35% et on se dit chouette, on gagne 2%. Ouais. Mais des gens qui pouvaient être endettés à 42%, mais aujourd'hui c'est 35%. Donc c'est vrai que ça pose aussi un problème. On a encore perdu du pouvoir d'achat à ce niveau-là. D'accord. Et l'apport personnel, comment vous l'intégrez dans vos méthodes de calcul ? Ça dépend aussi. Il y a des banques qui vont vous demander plus d'apport que d'autres. Après, Caisse d'épargne demande moins d'apport que certaines banques. Voilà. Après, il y a des banques qui vont vous demander typiquement les frais. Donc, on peut dire que dans le neuf, c'est plus intéressant parce que les frais de notaire sont moins fort que dans l'ancien, 2,5 par rapport à 8. Donc effectivement, il y a un écart. Mais aujourd'hui, ça ne fait encore pas la différence. Et puis, il y a aussi une chose, certaines personnes dans le neuf me disent « ouais, mais il faut attendre ». Oui. Pourquoi ? Il faut attendre parce que quand on achète, généralement on achète sur plan et on est livré 1 an, 2 ans ensuite. Donc ça aussi, des fois aussi... non. Faut attendre. Il faut attendre d'être livré. Ouais. Donc des fois, ça peut aussi poser problème à ce niveau-là. Benjamin, tu veux peut-être réagir à chaud sur justement ce je craignais que Gérald nous dise qu'il ne faille pas acheter tout de suite dans le neuf. Donc, non, j'ai eu un peu de préciser. C'est que la construction et la qualité de construction de nos logements nécessite un peu de temps. Donc forcément, entre le contrat de réservation et la remise des clés, il peut se passer quelques mois ou quelques trimestres. Et les désistements dont parlaient Bertrand et Denis tout à l'heure, un petit mot là-dessus ? La notion de désistement aujourd'hui sur les ventes dans le neuf ? Il y a eu des chiffres, ils sont un peu en augmentation. La collecte d'Oloma est similaire de trimestre en trimestre, donc ça permet de voir les jauges. Après, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'indécision. Moi, je pense que la thématique aujourd'hui, c'est que faut-il changer ? Si on est très nombreux ce matin et si on voit les chiffres annoncés par Denis et Bertrand, on les a sans doute tous dans nos structures, pour ceux qui font de la promotion immobilière, et on n'est pas venu pour se rassurer en se disant que tout le monde avait les mêmes. Malheureusement, c'est un peu le cas. Donc je pense qu'il faut redonner de l'envie. Faut pas rester les deux pieds dans le même sabot. Il faut redonner de l'envie à nos clients, il faut redonner de l'envie à nos collaborateurs, il faut redonner de l'envie à nos partenaires de travailler. On a eu des chiffres qui sont assez édifiants, les chiffres de vente du premier semestre, qui sont particulièrement édifiants sur la métropole nantaise d'ailleurs. Avec l'éclairage d'Isabelle Marie, de Gérald Tessier, je ne voudrais pas qu'on laisse à croire, qu'on laisse à penser que ces chiffres, c'est une crise financière. La crise n'est pas financière. En fait, on a une crise aussi, nous, dans la promotion. Il va falloir qu'on se réinterroge. Parce que ce n'est pas seulement la hausse des taux qui fait qu'il n'y a plus de ventes, ou il y a beaucoup moins de ventes. Peut-être que dans nos métiers, on a cru que les arbres montaient au ciel, et puis on a atteint les nuages, et ça ne va plus. Avant de laisser... on aurait dû laisser la parole à Pierre-Yves pour nous donner une vision un petit peu macro, mais avant de laisser la parole à Bertrand qui va s'exprimer sur ce sujet, tu disais ce n'est pas qu'une crise financière, c'est aussi une crise dans la promotion. Moi, j'ai lu, parce que les médias se sont emparés du sujet là tout récemment, ils ont pris conscience de l'ampleur. Même le Canard enchaîné titré là-dessus, c'est même pas une crise financière, c'est même pas une crise sociale, c'est même presque une bombe sociétale à retardement. Alors, est-ce qu'ils exagéraient un petit peu ? Est-ce que c'est un effet média pour caricaturer le portrait ? Mais quel est ton point de vue là-dessus ? Sur ce qui est en train de se tramer Ce qu'on peut tous s'accorder à dire, c'est que l'absence de vente ou la baisse des ventes n'est pas liée au fait qu'il n'y ait plus besoin de loger les gens. Je pense que le territoire reste attractif, il y a des besoins qui ont été dévoilés par l'agence d'urbanisme, qui sont répétés par de nombreux indicateurs. Donc le besoin de logement, il est là. Et la presse se fait l'écho des difficultés pour les étudiants comme chaque rentrée, mais aussi des ménages les plus modestes de pouvoir se loger dans des conditions décentes et en proximité la plus
la plus évidente des transports en commun pour aller travailler notamment. Donc je pense que la baisse des ventes, elle est liée à l'incapacité de mettre en adéquation notre production avec les nouvelles conditions financières qui sont celles de nos clients. Donc là-dessus, on a besoin de travailler. Est-ce que les médias abusent ? Ça peut leur arriver, ouais. Ça arrive de temps en temps, mais pour être entendu, des fois, il faut extrapoler, il faut être un peu mordant. Donc la crise sociétale, oui, elle risque d'arriver. On a eu les gilets jaunes, oui, pour des raisons qui tenaient au départ à quelques centimes sur le litre d'essence. Mais la difficulté de se loger. Et qui ont montré d'autres choses. J'espère que le gouvernement va prendre conscience, et nos élus, avant qu'on arrive à une nouvelle crise de gilets jaunes liée à l'immobilier, au mal logement, à la difficulté de se loger, pour nous accompagner. Alors nous accompagner, le Pinel est mort, vive le Pinel. Le Pinel Plus ne produit pas ses effets. Le marché de l'immobilier, de la promotion immobilière doit pouvoir peut-être fonctionner sans fiscalité forte, mais avec de l'envie, il faut donner de l'envie. Aujourd'hui, il n'y a aucun indicateur qui est donné par la presse, par nous ce matin, pour dire allez-y, achetez. C'est maintenant qu'il faut acheter. Pourtant, il fallait attendre la dernière slide de Denis et Bertrand pour se rendre compte que la catastrophe depuis 30 ans qu'on nous annonce à peu près tous les jours, finalement, le différentiel pour acheter dans un logement neuf, il n'est pas si important que ça. Donc, il faut toujours mettre en perspective, et c'est l'opportunité que nous avons avec Coloma, de prendre un peu de recul, de la hauteur, de regarder sur le temps long. Effectivement, le logement, c'est du temps long. Il faut attendre pour être livré. Mais il faut regarder et étudier aussi les chiffres sur une durée un peu plus longue. Très bien, merci. Pour prendre de la hauteur, je vais baisser un petit peu mon micro pour laisser la parole. Merci, que d'honneur. Tu as ton propre micro en plus. Donc, Pierre-Yves Le Foll devait être avec nous, donc une chaise vide. Bertrand, un petit mot qui sera suivi de la lecture du communiqué de presse quand même. Je peux le faire aussi, peut-être le communiqué de presse. Non, tu veux pas. Non, mais tu sais bien, c'est les chiffres et les lettres. Je préfère les lettres et les chiffres pour toi. Donc Pierre-Yves devait être avec nous. Hier matin, à cette heure-là, il était prévu d'être avec nous. Malheureusement, le marché étant ce qu'il est, il n'a pas eu la possibilité d'intervenir aujourd'hui et répondre à vos questions. Donc, dont acte. On va faire sans lui. En revanche, la FFB s'est positionnée et a fait une conférence de presse, a tenu quelques messages hier, avant-hier. Donc j'ai cru comprendre que tu voulais absolument lire les textes de cette conférence de presse, et puis moi je commenterai les images, comme d'habitude. Donc séquençage en 2 temps, mais sans être Denis. Moi je vais vous faire un peu de lecture de mon ancien passé d'instituteur. Donc le logement, c'était le logement touché, logement coulé. Donc conjoncture du bâtiment, basculement dans la crise attendue. On s'en doutait. Donc de fait, les éléments disponibles début septembre conduisent la FFB à réviser à la baisse ses prévisions pour 2023. Je rappelle que je fais une petite extrapolation de l'ensemble du communiqué de presse, rassurez-vous. Donc, on bascule très vite sur la notion d'emploi qui, dans le bâtiment, sa phase de croissance continue depuis le 2017, mais la fenêtre se referme. La situation en amont de la filière reste très mauvaise, Benjamin en a parlé. Les ventes s'effondrant d'environ 35% entre les premier semestre 2022 et 2023 dans l'individuel diffus comme dans la promotion immobilière. La FFB fait un rappel que toutefois le retour dans la commande publique se fait valoir actuellement. Ensuite, sur la notion d'amélioration entretien, c'est un marché qui compte pour 54% de l'activité du bâtiment et elle s'accélère un tout petit peu au 2e trimestre 2023. Le bâtiment, et c'est vraiment ce sur quoi insiste la FFB, le bâtiment reste créateur d'emplois sur l'ensemble du premier semestre 2023. Sous-entendu, si le bâtiment commence à présenter des situations de crise, l'emploi sera forcément touché. Cette relative prudence joue probablement un rôle dans la résistance de l'appareil de production. Les défaillances d'entreprises de bâtiments progressent clairement sur un an, précisément de près de 39% entre les 8 premiers mois 2022 et 2023. En synthèse, et pour mémoire, à l'horizon 2025, si rien n'est fait, donc si on laisse la crise du neuf s'enclencher, et elle est enclenchée, l'activité bâtiment reculera d'environ 8% hors effet prix, soit 14 milliards d'euros en moins. S'en suivra une réelle montée des défaillances et une chute de l'emploi, avec près de 150 000 destructions de postes, salariés, intérimaires, ETP confondus. Bertrand, un petit commentaire chiffré. Oui, je vais te demander d'appuyer sur quelques touches. Donc on va
changer la slide suivante qui était... C'est toi qui l'as, hein? Tu es devant un ordi là. Là, ça, voilà, il faut tout lui expliquer. Donc ça, c'était pour Isabelle, hein, c'est la courbe des taux d'intérêt. Donc on va dire que ça a moins d'intérêt pour la seconde. Tu appuies encore une deuxième fois, si tu en es capable. Ça, on vient de le lire. Voilà, dans le document de la FFB, il y a quelques éléments qui méritent d'être regardés. Donc ça, c'est le carnet de commandes des entreprises du bâtiment. Donc on voit en effet que la tendance était haussière, qu'elle est en train de diminuer, mais pas de façon aussi importante que les chiffres que l'on a. Hein. Donc c'est vrai que c'est pas le paradoxe, mais d'une certaine façon, pour l'instant, les entreprises n'ont pas encore une vision très claire de ce qui arrive, même si on leur annonce. Donc ça, c'était le premier graphe qui me paraissait intéressant de présenter. Et le deuxième sujet, deuxième graphe, il faut réappuyer sur le bouton, c'est celui de l'emploi. On sait que pour les entreprises aujourd'hui, c'est un sujet important. Est-ce que j'ai des compagnons pour faire face à mes chantiers? Et c'était plutôt une difficulté qu'on rencontrait encore. Là aussi, quand on regarde les courbes, elles sont plutôt, si on regarde la verte, en légère réduction, mais ça reste très modeste par rapport au point bas de 2016. Donc ça, c'était deuxième salle. Troisième salle, c'est la part des entreprises éprouvant des difficultés de recrutement. Donc pour l'instant, la tendance, c'est encore une tendance haussière, très largement, sauf sur les artisans, où manifestement les choses se dégradent se dégradent. S'améliorent, on va dire. Moins de difficultés à recruter depuis fin 2021, mais c'est encore plus difficile. Ça progresse pour les entreprises moyennes et de taille plus importante. Puis dernière courbe, encore une fois, c'est des extraits du document de la FFB, mais je trouve que c'est intéressant, c'est de rappeler aussi les évolutions des prix des matériaux et des quelques matériaux industriels, avec en effet 1.0 à 105, on va dire, d'indice avant 2020, les évolutions qu'on a tous connues, et puis un retour à 145, entre 125 et 145 en 2023. Donc, des sujets qui impactent évidemment les prix. Je pense que s'il y avait des questions qui avaient été posées sur le marché des entreprises aux représentants de la CERC ou à l'FFB, on est dans cette logique d'avoir des entrants qui sont encore en augmentation, plus stables qu'hier en revanche. Mais est-ce que, et c'était la question qu'on aurait posée vraisemblablement, en tout cas tu l'aurais posée j'imagine, c'est de savoir dans quelle mesure on a un peu de lisibilité sur les prix demain et après-demain, dans un marché finalement où le logement neuf ne représente qu'un quart de l'activité de la filière bâtiment, la rénovation prenant peut-être un peu plus de place demain. Benjamin, un commentaire sur ces chiffres, même si tu les découvres à travers ce communiqué de presse. Je lisais une interview dans Le Monde de Véronique Bedag, qui est PDG de Nexity, qui disait « Dans n'importe quelle industrie où les clients se voient couper de leurs moyens de paiement et dans une telle proportion, quelqu'un regarderait ce qui se passe. » Est-ce qu'on regarde vraiment ce qui se passe du côté des pouvoirs publics? Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce sujet? Comment, du côté de la FPI, vous voyez et vous analysez ce que d'aucuns pourraient décrire comme une inaction, mais en tout cas, on l'a vu sur la conférence de presse du ministre du Logement, du nouveau ministre du Logement avant-hier. Est-ce qu'on mesure véritablement les conséquences de ce qui est en train de se mettre en place? Ça revient peut-être à la question précédente. Oui, on l'a évoqué tout à l'heure. Je pense que la colère gronde et la bombe sociétale est en cours. On sait depuis quelques années dans nos métiers que le gouvernement et le président de la République ne sont pas très orientés vers l'immobilier. Ce n'est pas un sujet qui les anime et qu'ils ont envie de soutenir de façon forte, pour des raisons qu'ils expriment très bien mieux que je ne saurais le faire et paraphraser. Donc je ne vais pas m'engouffrer là-dedans. Je pense que notre métier il a besoin de vivre de façon aussi autonome, sans attendre toujours de décisions politiques. Pour autant, la FPI, au niveau national, avait une conférence de presse ce matin pour alerter à nouveau sur les chiffres. On l'a vu sur différentes régions. Nantes Métropole est leader avec ses moins 70%, mais le reste du territoire n'est pas beaucoup mieux. Donc il y a des propositions qui sont faites, le fait de recentrer les TVA, notamment sur les communes où les maires sont dits bâtisseurs. C'est un élément qui peut accompagner. Et puis on parlait de donner l'envie, c'est peut-être de créer un statut spécifique pour le bailleur privé. Donc ça, c'est quelque chose qui est poussé par la FPI au niveau national. Au niveau plus local, on a eu l'occasion lundi de réunir le CODAL. Le CODAL, c'est le Conseil des acteurs du logement qui réunit 5 entités, donc la FFB, l'USH, les bailleurs sociaux,
l'Ordre des architectes, le SINA et la FPI pour collectivement, parce que c'est dans les temps difficiles, quand il y a un gros temps qu'il faut non pas se tirer dans les pattes, mais plutôt se réunir et chercher des solutions ensemble, qu'on travaille le mieux. Donc, j'ai quelqu'un qui m'a dit très récemment, c'est pas dans les verts pâturages qu'on reconnaît les alpinistes. Donc là, on est dans une période où il va falloir qu'on chausse les crampons et puis qu'on y aille. La métaphore marine. Donc, il faut qu'on y aille et il faut qu'on travaille sur les trois aspects. On l'a vu, le prix de vente ne permet plus aux clients d'être suffisamment dans nos espaces de vente. Il y a 3 grands indicateurs dans notre métier. On achète un foncier, on a un coût de construction et ça donne un prix de vente. On peut le faire à peu près dans tous les sens. Le reste des indicateurs est à peu près similaire entre tous les professionnels. Le foncier, on peut en parler longtemps. Moi, dans les dernières opérations que j'ai montées au titre du groupe ARC, dans les derniers plans financiers que j'ai réalisés en ce début d'année, c'est moins de 15%. Donc oui, on peut le diviser par 2, mais ça fera 7,5. Je pense que l'ampleur de la baisse du coût de production, du coût de prix de revient et donc du prix de vente, elle est bien plus importante. Il faut qu'on aille tous collectivement la chercher sur le coût de construction. Aujourd'hui, les coûts de construction, ce n'est pas la thématique, de l'OMA, ont très fortement augmenté. On appréhende plus ou moins bien et plus ou moins difficilement la nouvelle réglementation environnementale, avec les seuils 2022, parfois les seuils 2025, notamment quand on est en zone d'aménagement concerté, voire à flirter avec le 2028. Mais sans remise en cause du caractère vertueux de la RE 2020, comment on n'a aucune envie d'en On a remettre en l'impression cause. quand même, je reprends ma métaphore marine, mais qu'on charge un peu la barque en termes de normes et de réglementation. Est-ce qu'on ne pourrait pas soulager certaines de ces normes pour vous permettre d'exprimer ou d'exercer votre acte de construire avec plus de sérénité? Il n'y a pas de demande de freiner ou de réglementer. Il y a une norme, on est là pour y répondre. Après, il faut trouver le bon dosage. Si on veut pousser très fort les feux de l'environnemental, on va peut-être avoir plus de difficultés à faire de l'urbanisme et de l'architecture qu'on envisage être beau ou être satisfaisant. Je pense qu'il faut qu'on soit dans la frugalité. Et donc là, on a un vrai travail. On travaille à la Construire efficace, au efficace. détriment du beau peut-être. Non, il ne faut pas opposer les deux. D'accord. Je pense que dans la frugalité, d'être dans la singularité ne veut pas dire d'être disgracieux, d'être laid ou de ne pas être apprécié par le plus grand nombre. Mais je pense qu'il faut qu'on travaille sur notre mission première qui est de loger. Alors, dans le cadre de l'OMA, loger des ménages. Et pour la promotion immobilière, de façon plus large, pour ceux qui font du tertiaire, loger des entreprises, parce que les deux sont intimement liés. Il faut à la fois des logements pour être à proximité des bureaux et des bureaux pour être à proximité des logements. Et donc, il faut que nous contribuions tous ensemble à réfléchir, à optimiser les projets, les produits. Il y a une répétitivité peut-être à avoir. On travaille avec le département sur la notion d'industrialisation de hors site. Ça nécessite notamment du foncier qu'il va falloir éviter de gâcher à l'avenir. Le ZAN nous y invite, mais ce n'est pas encore forcément dans tous les règlements d'urbanisme. L'industrialisation, ça nécessite aussi de grands ensembles. Peut-être une répétitivité. Est-ce que la répétitivité, c'est du beau ? Est-ce qu'il faut que chaque promoteur fasse un projet tout à fait singulier, unique, et qui puisse être photographiable et paraître dans toutes les belles revues d'architecture? Ou alors est-ce qu'il faut qu'on réponde à l'urgence du moment, qui est de loger le plus grand nombre de nos concitoyens? Juste, je reprends un chiffre qu'ont cité Denis et Bertrand. Sauf erreur, il y a eu 311 ventes sur le semestre sur Nantes Métropole, dont 100 et quelques, 103 ou 109 en vente aidée. Ça veut dire qu'un tiers du marché est porté par des ventes qui, probablement, dans un bilan d'opération de promotion immobilière, sont des ventes déficitaires et qu'il faut faire une péréquation. Donc ces ventes ont été faites. Si jamais on ne fait pas de vente en accession libre à côté, elle va être à 5 000, 5 500, 6 000, l'opération ne va pas sortir. Donc les logements qu'on a vendus dans ces ventes aidées, il y a un risque qu'il n'y ait pas de précom atteinte, donc il n'y a pas de GFA. S'il n'y a pas de GFA, il n'y a pas de démarrage travaux. Ça va résoudre le problème du délai d'écoulement, puisque toutes les opérations ne seront pas mises en travaux. Donc on n'aura plus 3 ou 4 ans. Ça va poser d'autres questions. Isabelle, j'imagine qu'à la Caisse d'épargne, vous ne restez pas dans vos verts pâturages. Et est-ce qu'en termes de stratégie, on parlait maintenant, on est un peu dans le vif du sujet grâce à Benjamin dans les solutions éventuellement à mettre en œuvre. Comment, à travers la décomposition de l'usage et de la propriété, comment faire en sorte que justement les investisseurs qui manquent à l'appel reprennent le chemin du logement? Quelles idées vous imaginez pour que justement, comme disait Benjamin, retrouver un chemin d'autonomie, on n'attend pas des autres? Quelles idées, si toutefois tu peux en parler, vous envisagez ou
des idées sur la progressivité des taux? Enfin, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait mettre en place? Alors, je crois que le postulat de dire que la solution vient de tous, on est tous là pour le dire, et moi je suis assez confiante dans la nature humaine pour avoir une capacité en tout cas à partager, à trouver des solutions. On en échange assez régulièrement avec la FPI. On est à vos côtés pour échanger aussi avec la collectivité. Nous, c'est notre rôle de financeur. Et ça, je crois que c'est juste un postulat. Trouver des solutions, on essaie. Le sujet du foncier et donc de la dissociation est un sujet. Après, ce que dit Benjamin est très juste, c'est au final aussi, même le foncier coûte cher. Même le foncier coûte cher. On le développe en ZAC. Donc, à un moment, il y a des sujets de mutation, il y a des sujets de méthode sur le foncier. Donc, après, le fait de le dissocier, c'est qui porte. Mais qui porte, si c'est la collectivité, elle va devoir se financer. Si elle porte, ce sera sur quelle durée elle va devoir se financer. Il n'aura pas échappé à tout le monde que le sujet aussi du logement, il y a un sujet de droit de mutation. Vous l'avez très bien dit. Et que là, on va rentrer dans le dur. Parce que dans le budget de l'État, l'immobilier, c'est le chiffre, c'était 90 milliards. Ouais, ça va être un gros manque à gagner. Donc, ça veut dire quoi? Et là, les notaires alertent de manière très forte. Je rappelle qu'il y a le congrès des notaires qui va se dérouler fin septembre. Ils seront peut-être également entendus parce que finalement... Ils se sont exprimés. Ils se sont bien exprimés déjà. Ils arrivent avec des propositions, en tout cas, sur ces sujets-là. Donc la réponse, elle est plurielle en fait. Donc oui, les solutions de financement, nous on imagine plein de choses. Quand on est financier, on a la durée, on a les modélisations, on a la progressivité. Vous comprenez bien ensuite que le taux ne cesse de bouger. Donc le bailleur social, on le finance aussi. Donc vous avez vu aussi que les taux du livret, le gouvernement a fait le choix de les maintenir. C'était quand même un élément important. Sinon, il y avait aussi un sujet de financement dans le cadre des bailleurs sociaux. Donc les banquiers, la place bancaire ont aussi beaucoup traité de ce sujet-là. Donc on a des sujets de mode de refinancement. Donc nous, on travaille beaucoup sur les ressources pour les mettre au plus proche, en tout cas, des besoins. Donc, on travaille beaucoup avec ce sujet des offres taux livret A, puisqu'on a une bonne visibilité, en tout cas, sur le chemin de taux, et donc on l'utilise. Donc, le sujet de la dissociation du foncier et puis de la partie construction. Vous avez entendu parler des sujets de construction hors site. Donc là, nous, on a des industriels qui se penchent sur ces différents sujets. Personnellement, j'y crois beaucoup. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en mode industriel, vous allez construire sur une durée beaucoup plus courte. Donc on vient de dire aussi que l'acte de construire, il faut le porter. Et on voit le coût financier. Et donc derrière, ça joue sur le prix de vente. L'augmentation des taux impacte aussi... Bien sûr, parce qu'on parle du financement des promoteurs. Mais je vous rappelle que quand on finance un promoteur, il faut des autorisations administratives, et parfois le foncier il a été porté depuis 4 ans, 5 ans. Il faut une précom, et si on n'a pas la précom... ce que disait Benjamin. Donc, et il faut un prix de revient maîtrisé. Et vous voyez bien qu'avec les coûts matériaux, c'est pas simple. Donc nous, on continue de financer. On a encore pas mal de portefeuilles à mettre en place. On veut bien le mettre en place. Maintenant, si on n'est pas dans le cadre qui est donné, l'opération, si elle n'est pas rentable, enfin, vous n'allez pas la lancer. Donc, on revient là-dessus. Et puis, sur le financement des accidents, donc là, il y a plein de sujets. Je pense qu'ici, on avait évoqué les sujets de leasing, IMO divers et variés. Après, ce sont des montages qui nécessitent aussi des liquidités de la part de l'investisseur. Donc, l'investisseur, il va toujours vouloir de la rentabilité. Et vous voyez bien qu'avec les évolutions de taux, il va peut-être choisir tout d'un coup de placer plutôt sur autre chose qu'un support immobilier. Donc, il y a aussi ça à adresser. Donc, la solution, elle est multiple. Et puis je reviendrai donc sur les notaires qui vont en tout cas pousser un certain nombre de sujets. La partie effectivement fiscale et
Et puis, ils vont revenir aussi sur des sujets liés au viager. Et ça, dans les modes de financement, en tout cas, on voit bien qu'il y a l'intergénérationnel qui joue. Donc, nous, on regarde aussi ces sujets-là. Côté courtier, est-ce que chez Artémis, dans un monde idéal, parce que vous rencontrez quand même peut-être, j'imagine, quelques écueils parfois sur certains financements, quelles seraient les solutions à court terme qui permettraient de désengluer le marché, sans utiliser un mauvais jeu de mots, mais ouais, de sortir un petit peu de la situation et de retrouver un petit peu d'espoir dans l'ordre? Alors je vais te décevoir parce que moi j'ai pas de solution à court terme. Après il y a des solutions qui existent. Aujourd'hui on a quand même la chance en VFA on va garder le prêt à taux zéro. Aujourd'hui le prêt à taux zéro a beaucoup plus d'impact avec des taux entre 4 et 5% qu'avec des taux à 1%. Donc effectivement ça redonne quand même du pouvoir d'achat aux accédants. Effectivement, aujourd'hui, déjà, on est sur des prêts sur 25 ans. On en a eu sur 30 ans. Est-ce que c'est la solution? Je sais pas. On a l'espoir aussi que dans quelques temps, les taux baissent. Alors quand, c'est pareil, je sais pas. Une idée? Ouais. Là, par rapport aux prévisions, on indique que le schéma des taux directeurs, en tout cas, pourrait s'infléchir à partir de juillet 2024. En revanche, je vous rappelle que les taux directeurs, ça infuse dans le système bancaire. C'est il faut un petit peu de temps. 18 mois. 18 mois, ouais, de latence. Donc il y a aussi cet espoir-là. Aujourd'hui, on peut parler de l'ancien. L'ancien, ils ont cette chance-là, c'est qu'ils vont certainement continuer à pouvoir baisser leur prix. Comme disait Benjamin, aujourd'hui il y a des frais de construction et après il y a un prix de revient et c'est compliqué d'aller en deçà. Il y a aussi dans le neuf la chance de pouvoir avoir une taxe foncière sur 2 ans indexée à 50%. Bon voilà, il y a des leviers. Après, il faut les présenter justement aux clients. Et nous, effectivement, on a aussi, on a des clients qui sont quand même financièrement plutôt axés à acheter du neuf qu'à acheter de l'ancien. Leur enveloppe est plus importante et plus en adéquation avec ce qu'ils veulent. Donc aussi à nous de faire notre métier là-dessus, de dire voilà aujourd'hui on vous fait une simulation dans l'ancien, on vous fait une simulation dans le neuf. Effectivement, vous pouvez aujourd'hui dans le neuf obtenir ce que vous voulez et pas dans l'ancien. Donc il y a un message d'espoir quand même. Mais oui, là depuis le début de l'année, on finance quand même un petit peu plus de VFA qu'on a pu en financer l'année dernière. Donc c'est plutôt pas mal. Alors après, c'est avec aussi de la TVA à 5,5. Donc mais il y a aussi ce levier-là. Donc il y a des leviers, mais après des leviers à venir. Je sais pas. Peut-être que le taux d'endettement est un cas, mais il faut regarder aussi le reste à vivre. Après, il y a énorme HCSF et aujourd'hui, elles font pas forcément du bien. Un des leviers, Benjamin, dont on parle, qui a été évoqué à un moment donné dans la presse, peut-être moins maintenant, mais en tout cas, je sais que votre président national s'est exprimé sur la rénovation, qui pouvait, quelque part, être un moyen substitutif à la construction de logements neufs. Bon, il s'y est opposé tout de suite. Je pense que tu partages ce point de vue, comme quoi la rénovation ne peut en aucun cas, aujourd'hui, venir pallier, se substituer à la construction de logements neufs. Tu as presque fait la réponse. Oui, pardon. C'est ma petite tendance. C'est une question, je la pose en question. Et si on faisait de la réno? Je pense, et certains des opérateurs et adhérents de la FPI au niveau national ont annoncé qu'à l'horizon 25 ou 30, il y aurait une quote-part non négligeable de leur production et donc de leur chiffre d'affaires qui serait en réhabilitation, rénovation. Donc c'est un chemin, ça n'est pas le seul chemin, mais c'est un chemin qu'il nous faut prendre. Dans quelle proportion ça se traduit? Je crois que les annonces des opérateurs qui en ont fait un objectif d'ici 2030, c'est 30 à 50%. Donc c'est pas négligeable. Je pense qu'on est il y a une année tu m'as dit de transition. Je ne sais plus comment tu as formulé. On est à une jonction certainement. Notre métier est entre un carrefour. Il y a un changement de paradigme dans nos métiers. Enfin, je pense que pour ceux qui ont la chance de faire ce métier depuis quelques années, sans doute que dans les prochaines années, on ne le fera pas comme on a eu l'occasion de le faire. Ce ne sera pas mieux, ce ne sera pas moins bien, ça va être différent.
il va falloir qu'on s'interroge sur d'autres aspects. Je le disais tout à l'heure, les arbres ne montent pas au ciel, c'est bon, on a touché, donc on s'est grillé les ailes. Il va falloir qu'on se réinterroge de la nature première de notre job, qui est de faire des immeubles, des logements dans le cadre qui est celui qui nous concerne aujourd'hui, qui soient accessibles sous tous les aspects à des clients, à des ménages français. Accessibles financièrement, qui soient accessibles dans leur typologie, dans leur géographie. Donc il y a beaucoup de réponses auxquelles, de questions auxquelles nous apportons déjà les réponses. Aujourd'hui, il y a un blocage sur le financement. Donc la réhabilitation, oui, ça va venir aussi compléter toute la volonté du ZAN, le zéro artificialisation nette, et le fait de ne pas gâcher le foncier. C'est aussi une façon d'intervenir sur un territoire avec un peu moins d'opposition des riverains, quand c'est le cas. Il y a aussi beaucoup de signaux faibles qu'il faut savoir écouter. C'est nécessaire pour notre profession de se dire, y a-t-il besoin de logements? Faut-il construire? Il y avait une pleine page dans Ouest France il y a quelques jours sur le fait de savoir s'il n'y avait pas trop de résidences secondaires sur la côte, et s'il fallait continuer à autoriser des Airbnb, ou si finalement il fallait mettre tous ces propriétaires à la porte et puis pouvoir loger les personnes qui en ont besoin. Donc je ne donne pas de réponse. Je vous dis que c'est aussi des choses qui existent dans la part de certains de nos concitoyens, parfois de certains élus. Donc il faut pouvoir tout écouter et concilier, se réunir et faire en sorte que la rénovation ne soit pas opposée au neuf. On a besoin des deux. Là où tu as raison dans ton début de réponse, c'est que la rénovation ne pourra pas tout, parce qu'elle est, en termes de coût de construction, et je l'évoquais tout à l'heure, au moins équivalente au neuf, et parfois plus cher, parce que les joies de la rénovation, c'est aussi de découvrir à chaque fois qu'on gratte ce qu'il y a derrière les murs. Tout à fait. Dans ton mandat de président, tu prônes, et justement, ça va être la place un petit peu au dialogue, et tu prônes la valeur de la concertation permanente, du travail ensemble et du dialogue. Justement, comme on est tous réunis, peut-être qu'il y a des questions qui pourraient être posées de la part du public aujourd'hui pour alimenter, ne serait-ce que la concertation et le dialogue. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Bonjour. On évoque donc du coup la difficulté à faire matcher une production immobilière et puis une capacité à financer des biens. Qu'en est-il de la durée de financement? Est-ce que c'est un sujet qui pourrait être franchement réouvert et juste non pas complètement fermé en disant le commissariat à la haute stabilité a dit que c'était 20 ans pour des règles françaises et puis c'est comme ça et c'est pas autrement? Alors, c'est plutôt aujourd'hui le propos qui est tenu. Après, ça n'empêche pas de faire parler les banques et en tout cas de pousser d'autres sujets. Parce qu'effectivement, si on débloque le sujet de la durée, on peut assez rapidement en fait, retrouver du souffle et de la respiration. La Banque de France n'est pas pour. Tout simplement pour en fait éviter le surendettement, parce que globalement on parle du logement, mais il n'a échappé à personne que dans le budget d'un ménage aujourd'hui, l'alimentation coûte cher. On en parle énormément avec plutôt les industriels de l'agroalimentaire. C'est un sujet. L'énergie. Et donc la Banque de France aujourd'hui dit sur cet aspect-là, on ne reviendra pas. Pour le moment, on ne bouge pas. Une autre question? Merci. Une double question. Sur la rénovation, pour en faire pas mal, moi je ne vois même pas qu'elle soit au même prix que le neuf. C'est plutôt toujours plus cher. Et je ne vois pas que si on ne met pas un sujet autour de l'impact carbone de conserver le bâtiment plutôt que de le rénover, on va s'en sortir dans l'équation. Donc il y aura sans doute à ouvrir aussi sur ce sujet-là. Et puis du coup, il y a un impact financier qui me paraît énorme aussi, en tout cas dans le domaine de la VIR, c'est que la partie de fonds propres est énorme. Et donc, il va aussi y avoir un sujet de financement des fonds propres si on fait de la VIR. Une réponse courte. J'ai essayé d'être un tout petit peu optimiste en disant que ça coûtait le même prix ou plus cher. Effectivement, je crois qu'on va tous être d'accord parce que, comme je le disais, on ne sait jamais ce qu'on trouve avant d'avoir vraiment initié et avant d'avoir terminé. Donc, oui, ça coûte plus cher. Le fait d'introduire le fait de la moindre consommation carbone, c'est évident, c'est très bien dans un tableau. Après, c'est comment est-ce qu'on le retranscrit financièrement. Alors, on a étudié avec la Fédération des banques différentes options, notamment d'essayer d'entrevoir, au moins sur le territoire, sinon à l'échelle nationale, un prêt bonifié, un prêt vert pour inciter nos futurs clients à acheter du neuf et ou de la rénovation, en tout cas des logements vertueux et moins énergivores.
C'est à l'état de réflexion, c'est encore embryonnaire, mais il y a des pistes qu'on essaye d'amorcer pour inciter aussi, et cette incitation pourrait passer par le prêt. C'est difficile de le faire passer par le prix de vente. Vous l'avez évoqué, il y a le sujet du prêt et il y a le sujet des fonds propres. Donc les réflexions aussi qu'on peut avoir, c'est quel véhicule de fonds propres pour venir servir ce sujet-là. Et aujourd'hui, dans les différents, si on dit des véhicules de collecte divers et variés, CPI, j'en passais des meilleurs, le sujet de la transition fait sens. Et c'est des éléments que l'on a de réflexion pour aller pousser ce sujet-là, pour flécher peut-être sur la classe d'actifs logement, parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de collecte qui est plutôt fléchée vers des classes d'actifs tertiaires. Et c'est finalement cette transformation qui serait bon d'opérer. Mais oui, bien identifié. Allez, une dernière question peut-être, ou pas? Ah, mais c'est la dernière. Oui, merci. Puisqu'on parle des fonds propres de nos entreprises, je voulais profiter d'être dans les locaux d'une banque pour savoir si vous observiez, comme on l'entend beaucoup dans les médias actuellement, on nous dit qu'il y a beaucoup moins, et on le voit, de prêts qui sont accordés, que pour autant les transactions, notamment les notaires, nous disent qu'elles ne sont pas si autant diminuées que les prêts qui ne sont plus accordés. C'est ma question, est-ce que vous observez effectivement que l'apport personnel des clients est un élément de plus important, et finalement, alors je ne sais pas si ça c'est une bombe sociale, mais finalement est-ce que le clivage est en train de se creuser entre voilà, est-ce que ça vous l'observez en tout cas dans les dossiers que vous montez sur des apports de plus en plus importants? Isabelle puis Gérald peut-être. Trêve de politesse. Quelle galanterie, messieurs. Plus d'apport, oui, tout simplement pour avoir l'équilibre financier de la charge supportable par le ménage. Et c'est ce qu'on disait, c'est que son niveau de rémunération, avec l'ensemble des négociations salariales, on n'arrive pas à compenser, en tout cas, l'augmentation de taux. On parlait de 25% en termes de perte, entre guillemets, d'assiette de financement, donc il faut de l'apport, ça c'est évident. Après, par rapport à votre question, vous parliez des entreprises aussi, donc c'est bon, juste... Okay. Oui, et il y a même certains notaires qui constatent de plus en plus de donations en fait pour venir aider sur cette partie d'apport. Pour que l'équilibre financier tienne, il faut tout simplement un petit peu moins de dettes, un peu plus d'apport, et l'apport provient souvent de donations. Mais là, encore une fois, on le constate finalement sur un profil d'acquéreur, et ça veut dire qu'on ne sert pas le sens, en tout cas, du logement sur nos territoires. Gérald, tu veux compléter sur cette vision terrain qui est la tienne? Compléter et puis affirmer, parce qu'effectivement, les banques ne demandent pas forcément plus d'apport, mais effectivement, pour pouvoir boucler le budget, il faut rajouter de l'argent. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, au niveau des donations, il y a de plus en plus de donations. Après, quand les parents ou les grands-parents peuvent, c'est top. Quand ils peuvent pas, c'est compliqué. Voilà. Aujourd'hui, il y a vraiment cette notion d'apport et aussi on peut dire, de reste d'épargne. Parce qu'il y a une époque un peu révolue, on arrivait les mains dans les poches, on n'avait pas d'épargne, on avait un prêt. Ensuite, on ne nous demandait pas forcément d'apport, il fallait qu'il reste de l'épargne. Et aujourd'hui, il faut plutôt mettre de l'apport et qu'il reste de l'épargne. Mais l'apport, c'est pour pouvoir ajuster, pour pouvoir acheter. Très bien, merci. J'avais encore plein de questions à poser, mais vous les retrouverez via les réseaux sociaux, parce que je vais en interviewer quelques-uns. Fin de ce débat. Merci de votre attention. Merci d'avoir pris le temps de respirer avec nous. Bertrand. Donc, je n'ai pas le droit aux questions, mais j'en pose. Ah, tu as une question? Non, je ne les pose pas. C'est juste pour en parler autour du cocktail déjeunatoire. C'est juste le prévert, quand même, pour le neuf, sans faire
de littérature, ce serait quand même bien de flécher avec un dispositif qui fait que le carbone est quand même moins présent dans le neuf. Ce serait quand même bien d'avoir par rapport à l'ancien. La modularité, non, on ne va pas avoir le temps parce que tout le monde a faim, là. Donc on en parlera tout à l'heure avec un petit verre. Mais il faudra en parler, les prêts modulables, et puis comment faire en sorte que les zinzins reviennent dans l'assurance vie. Il y a forcément des questions. Non, ça va être trop long si on répond. En tout cas, merci à tous les trois. Ça fait beaucoup de questions, oui, mais ça, on y répond ensemble. Oui, on répond. Merci à tous. Bien sûr. Merci à vous trois.